Quand un président transforme son pouvoir en spectacle personnel, Donald Trump n'a pas simplement fait un autre discours étrange. Cette fois, il a transformé la présidence en spectacle vivant, et ce qui s'est passé dans le sud de la Floride n'était pas seulement gênant ou controversé. C'était un signal d'alarme parce qu'imaginez ceci, un président qui écourte le travail à la Maison-Blanche juste pour assister à une cérémonie nommant une route en son honneur, puis montant sur scène pour se vanter de sondages qui ne correspondent pas à la réalité, fanfaron sur l'argent étranger et dans le même souffle flirter avec et attaquer l'une de ses propres conseillères avant de l'attraper devant les caméras. Et c'est là que ça cesse d'être du ragoût et commence à devenir quelque chose de bien plus sérieux, parce que quand un président en exercice dit ouvertement qu'il n'a pas besoin d'avocat, ne consulte pas de surveillance et n'est guidé que par sa propre moralité, la question n'est plus ce que Trump fait, la question est jusqu'où il peut aller et qui, le cas échéant, est prêt à l'arrêter. Donald Trump ne dérive plus lentement vers la controverse. Il s'y écrase bruyamment, chaotiquement et presque délibérément, comme si le spectacle lui-même était le but. Et ce qui s'est passé cet après-midi humide du sud de la Floride n'était pas juste un autre moment étrange de Trump. C'était un instantané d'une présidence se désagrégeant en temps réel. Une scène où ego, pouvoir, insécurité et impulsion se sont entrechoqués si publiquement que même les observateurs de longue date ont dû faire une pause et se demander si c'était du théâtre calculé ou une véritable perte de contrôle. Parce que pendant que les caméras tournaient et que les partisans applaudissaient, quelque chose de bien plus révélateur se passait sous la surface. Quelque chose qui exposait à quel point Trump a désespérément besoin d'affirmation, maintenant, à quel point il traite l'autorité avec imprudence, et avec quelle désinvolture il brouille la ligne entre gratification personnelle et devoir public. En commençant par le fait que plus tôt ce jour-là, il avait abruptement fermé les affaires officielles de la Maison-Blanche, écourté des réunions, écarté des discussions politiques sérieuses et bousculé ouvertement ses assistants parce qu'il avait quelque part de plus important à être. Pas un briefing de crise, pas un sommet diplomatique, mais une cérémonie pour nommer une route en son honneur. Un moment de glorification personnelle qu'il a priorisé sur la gouvernance. Et cette décision à elle seule vous dit presque tout ce que vous devez savoir sur l'état d'esprit qui le conduit en ce moment, parce que les présidents attendent généralement que l'histoire les juge avant que des monuments soient érigés. Mais Trump ne fait pas confiance à l'histoire, ne fait pas confiance aux électeurs et certainement pas autant. Alors, il a saisi l'honneur tout en détenant encore le pouvoir, s'envolant vers Palm Beach pour présider un événement de nomination de rue qui ressemblait moins à une reconnaissance civique qu'à un rassemblement de loyauté, complet avec applaudissements, auto-ongratulation et cette fin trumpienne reconnaissable d'être vue, louée et adorée, même alors que le pays qu'il gouverne lutte contre la hausse des prix, l'anxiété économique et la méfiance institutionnelle, tout cela commodément laissé derrière à Washington. Pendant qu'Air Force One atterrissait près de Mar-a-Lago, transportant un président plus excité par le branding de son propre héritage que par les conséquences de ses politiques. Et dès qu'il est monté sur cette scène, il était clair que ce n'était pas juste à propos d'une route, c'était à propos de contrôle, de validation et de la performance de domination. Parce que Trump s'est immédiatement lancé dans la vantardise sur des chiffres de sondage qui ne s'alignent pas avec la réalité, prétendant des victoires écrasantes là où les données montrent une ayon, insistant sur un élan là où les indicateurs pointent vers un déclin. Et cette réécriture compulsive de la réalité n'est pas accidentelle, c'est de la survie. Parce que quand les chiffres d'approbation chutent, quand la confiance économique baisse, quand même des institutions traditionnellement favorables, comme les agences d'application de l'immigration, atteignent des niveaux historiquement bas de confiance publique. Le seul mouvement qui reste est le déni amplifié en spectacle, et ce spectacle a atteint un pic inconfortable quand Trump a tourné son attention vers Laura Loomer, une figure qui existe à l'intersection volatile de la loyauté et de la critique dans son orbite.
quelqu'un qui a bénéficié de la proximité du pouvoir tout en questionnant publiquement les relations confortables de Trump avec l'argent étranger, particulièrement du Moyen-Orient. Et ce qui s'est déroulé entre eux sur scène n'était ni subtil, ni digne, et certainement pas présidentiel. Trump a réussi à flirter, insulter, louer, saper et physiquement l'attraper dans le même souffle, créant un moment si gênant et révélateur qu'il a instantanément éclipsé l'événement lui-même. Parce que ce n'était pas seulement inapproprié, c'était symbolique de comment Trump gouverne maintenant, oscillant entre affection et agression, récompensant la loyauté tout en punissant la dissidence et réduisant des préoccupations sérieuses sur l'influence étrangère, l'éthique et la légalité en jeu de pouvoir personnel déguisé en humour. Tout cela pendant que des foules rieuses l'absorbent comme du divertissement. Et c'est là que réside le danger, parce que derrière les blagues et les commentaires bizarres se trouve un président admettant ouvertement qu'il agit sans consultation, sans révision légale et sans égard pour les limites institutionnelles, se vantant d'accepter des expéditions massives de pétrole fanfaron sur des milliards de dollars transitant par des canaux internationaux, mentionnant avec désinvolture des comptes bancaires étrangers, comme s'ils étaient des tirs personnels, et écartant le besoin d'impliquer les autorités légales. Ce qui n'est pas juste de l'arrogance, c'est une déclaration d'impunité, un signal qu'il croit que la loi ne s'applique plus à lui, que la surveillance est optionnelle et que la moralité est autodéfinie. Et quand un président en exercice dit au monde qu'il ne consulte pas d'avocat, ne se soucie pas des contraintes légales et mesure le bien et le mal par instinct personnel seul, ce n'est pas de la force, c'est de l'exposition. Parce que cela invite l'examen, la résistance et éventuellement les conséquences, surtout à un moment où des fissures se forment, même au sein de son propre parti, avec des législateurs admettant discrètement qu'il y a des lignes rouges qu'ils ne peuvent pas ignorer, et pendant que Trump insiste que tout fonctionne, que le succès explose, que l'avenir est doré, la réalité vécue raconte une histoire différente des tarifs faisant monter les prix de l'épicerie, des agriculteurs en difficulté, malgré des subventions qu'ils n'ont jamais demandées, des économies régionales ressentant la pression plutôt que le soulagement et des gouverneurs s'avançant pour ouvertement contraster une gouvernance fonctionnelle avec le chaos fédéral, rendant clair que ce que Trump appelle succès se sent très différemment pour les gens payant plus pour la nourriture, le logement et la stabilité. Et cet écart grandissant entre narratif et réalité est la vraie histoire qui se déroule en ce moment. Parce que plus Trump insiste que tout est génial, plus son comportement devient frénétique, plus ses apparitions deviennent théâtrales et plus la validation personnelle remplace la responsabilité publique, culminant dans des moments comme ce spectacle du sud de la Floride, où un président a abandonné le travail politique pour se célébrer lui-même, a brouillé les frontières professionnelles sur scène, a balayé les préoccupations légales avec un sourire et a défié quiconque de l'arrêter, définissant le ton pour ce qui vient. Ensuite, parce que si le pouvoir sans contrôle mélangé à l'insécurité produit ce genre de comportement, la question n'est plus de savoir si cela va escalader, mais jusqu'où cela ira, avant que quelqu'un décide finalement que le spectacle n'est plus du divertissement inoffensif, mais un signal d'alarme qui ne peut plus être ignoré. Parce que ce qui a rendu ce moment du sud de la Floride vraiment troublant n'était pas seulement le flirt gênant ou l'autocongratulation, mais le schéma dans lequel il s'inscrit. Un schéma qui est devenu impossible à ignorer, où Donald Trump ne prétend même plus séparer désir personnel et pouvoir présidentiel, et chaque apparition ressemble moins à de la gouvernance et plus à une démonstration vivante de jusqu'où il croit pouvoir pousser le système sans conséquence. Parce que dès que les applaudissements se sont estompés et que les caméras se sont éloignées de la route renommée portant son nom, Trump est retourné directement à quelque chose de bien plus sérieux et bien plus dangereux. Se vantant ouvertement de transactions financières internationales, d'une manière qui sonnait moins comme de la politique et plus comme une confession enveloppée de bravade,
décrivant des expéditions de pétrole, des comptes étrangers et des chiffres massifs en dollars, avec la confiance désinvolte de quelqu'un qui croit vraiment que les règles ne s'appliquaient plus à lui. Et c'est là que le spectacle devient un signal d'alarme, parce que quand un président dit publiquement qu'il n'a pas consulté d'avocat, n'a pas notifié les autorités de surveillance et n'a pas ressenti le besoin de vérifier si ce qu'il faisait était légal, ce n'est pas de la transparence, c'est un test pour voir qui bronche, qui reposte et qui accepte silencieusement que le bureau a été transformé en instrument personnel. Et la raison pour laquelle cela compte maintenant plus que jamais est que Trump ne fait pas cela d'une position de force, malgré la confiance avec laquelle il le dit. Il le fait d'une position de pression, parce que sous la vantardise et la bravade se trouve une réalité politique qui semble de plus en plus instable, avec des sondages qui montrent une ayant parmi les indépendants, une confiance déclinante sur des questions centrales comme l'économie et l'immigration, et une frustration croissante même parmi les électeurs qui toléraient autrefois le chaos comme le coût de la disruption. Et quand les leaders se sentent acculés, ils ne reculent généralement pas, ils escaladent, s'appuyant plus fort sur les tests de loyauté, récompensant la dévotion, punissant la dissidence et redoublant sur des narratives qui les dépeignent comme uniquement capables et injustement ciblés. Ce qui explique pourquoi le ton de Trump a changé si dramatiquement ces derniers mois, devenant plus tranchant, plus personnel et plus ouvertement dédaigneux des institutions qui le contraignaient autrefois, du département de la justice aux régulateurs économiques, jusqu'à la direction de son propre parti. Et nulle part, cette tension interne n'est plus visible qu'au sein du Parti républicain lui-même, où l'unité publique masque une panique privée, alors que les législateurs admettent discrètement que le comportement de Trump devient plus difficile à défendre. Pas parce qu'ils ont soudainement découvert des principes, mais parce que le coût politique du silence augmente. Et c'est pourquoi les commentaires de figures comme Don Bacon comptent pas parce qu'ils représentent une rébellion complète, mais parce qu'ils signalent que même les conservateurs loyaux commencent à définir des limites qu'ils ne pensaient jamais devoir articuler. Reconnaissant ouvertement que certaines actions comme une agression étrangère imprudente ou un mépris flagrant pour les limites constitutionnelles pourraient déclencher des conséquences aussi graves que la destitution. Et cela seul marque un changement dans l'atmosphère entourant Trump parce que, pendant des années, l'hypothèse tacite était qu'il n'y avait pas de ligne rouge, que peu importe ce qu'il faisait, le parti se serrerait les coudes, l'expliquerait et passerait à autre chose. Et maintenant, alors que Trump parle ouvertement d'agir unilatéralement, de stocker des actifs à l'étranger et de ne faire confiance qu'à sa propre boussole morale, le calcul change et les républicains sont forcés de confronter une question qu'ils ont longtemps évitée. Ce n'est pas de savoir si Trump peut gagner une élection, mais s'ils sont prêts à absorber les retombées d'avoir permis à quelqu'un qui traite de plus en plus la présidence comme un bouclier personnel contre la responsabilité. Et cette tension est amplifiée par la réalité économique à laquelle font face les Américains ordinaires. Parce que pendant que Trump insiste que le succès explose, les prix racontent une histoire différente. Les factures d'épicerie augmentent, les coûts du logement grimpent, les agriculteurs sont pressés par des tarifs qu'ils ne voulaient jamais, et les dirigeants régionaux interviennent pour souligner le contraste entre la rhétorique fédérale et les résultats locaux. Alors que des gouverneurs comme Josh Shapiro soulignent que, pendant que les États se concentrant sur l'investissement et la stabilité, voire de la croissance, les politiques commerciales de Trump font monter les coûts sans livrer les bénéfices promis. Et ce contraste est dévastateur pour le narratif de Trump, parce que sa marque a toujours reposé sur la perception de compétence, l'idée que quoi qu'il puisse être d'autre, il obtient des résultats. Et quand cette perception se fissure, ce qui reste est performance. Griffe et spectacle. C'est pourquoi Trump s'appuie maintenant si lourdement sur les rassemblements, les cérémonies et les moments médiatiques qui renforcent son image de dominant et adoré, même alors que les indicateurs sous-jacents évoluent dans la direction opposée. Et c'est aussi pourquoi des figures comme Laura Loomer occupent un rôle si étrange et révélateur dans son orbite,
parce qu'elles représentent à la fois la loyauté qu'il désire et la critique qu'il craint. Des initiés assez proches pour le valider, mais assez volatiles pour le défier quand les intérêts divergent, particulièrement sur des questions comme l'influence étrangère et les enchevêtrements financiers. Et la réponse instinctive de Trump à cette tension n'est pas la clarification politique ou la défense éthique, c'est la gestion personnelle, charme mélangé à intimidation, affection associée à insulte, comme si maintenir le contrôle sur les individus pouvait se substituer à maintenir la crédibilité auprès du public, et cet instinct peut fonctionner dans des organisations privées ou des machines politiques. Mais au niveau de la présidence, cela devient un handicap parce que chaque tentative de dominer le narratif ne fait qu'attirer plus d'attention sur les contradictions en son sein. L'écart entre ce que Trump dit et ce qui peut être vérifié, la distance entre les affirmations de succès et les résultats mesurables. Et le sentiment croissant que les décisions sont moins guidées par la stratégie que par l'impulsion, le ressentiment et le besoin d'affirmation constante. Et c'est pourquoi les experts juridiques, les historiens et même d'anciens alliés sont de plus en plus alarmés, pas parce qu'une seule action est sans précédent en soi, mais parce que l'effet cumulatif pointe vers une présidence opérant en dehors des contraintes traditionnelles, où le pouvoir est personnalisé, la responsabilité est optionnelle et la critique est traitée comme une trahison. Et plus cet environnement persiste, plus il devient normalisé. Surtout quand les partisans applaudissent un comportement qui aurait mis fin à des carrières politiques précédentes, riant de commentaires sur ignorer la loi, applaudissant des insultes déguisées en blagues et acceptant l'auto-enrichissement comme preuve de force plutôt que de corruption. Et pourtant, malgré tout cela, Trump continue d'insister que tout fonctionne parfaitement, que l'opposition s'effondre, que l'avenir détient une explosion de succès. Mais l'histoire suggère que les leaders qui s'appuient sur le déni à cette échelle finissent par entrer en collision avec la réalité, et quand ils le font, les retombées sont rarement contenues à eux-mêmes, affectant les institutions, les marchés, les alliances et la confiance publique de manière qui dure longtemps après que le spectacle se soit estompé. C'est pourquoi ce moment compte, pourquoi cette cérémonie bizarre, cette interaction inconfortable et cette conversation désinvolte sur l'argent et la loi méritent plus d'attention qu'un gros titre passager parce qu'il révèle une présidence de plus en plus définie non par des objectifs politiques ou une vision nationale, mais par l'instinct, l'impulsion et un cercle de loyauté qui ne cesse de se rétrécir, préparant le terrain pour une confrontation qui ressemble moins à de la politique habituelle et plus à un règlement de compte attendant, juste au-delà de l'horizon. Alors que le bruit autour de Donald Trump devient plus fort et que les performances deviennent plus théâtrales, ce qui se passe tranquillement à huis clos à Washington est bien plus révélateur parce que pendant que Trump projette une confiance absolue sur scène, la direction républicaine est de plus en plus consumée par l'anxiété en privé, tenant des conversations tendues qui n'atteignent jamais les microphones, calculant non pas comment faire avancer un agenda, mais comment survivre à une présidence, qui est devenue imprévisible même selon les propres standards de Trump. Et le changement est subtil mais indéniable parce que pour la première fois depuis que Trump est entré dans la politique nationale, il y a une reconnaissance émergente parmi certains conservateurs que la plus grande menace pour leur pouvoir n'est peut-être pas les démocrates, les médias ou les adversaires étrangers, mais le président lui-même, dont les impulsions deviennent plus difficiles à contenir et dont le mépris pour les limites institutionnelles force les alliés dans des positions impossibles où le défendre publiquement risque des dommages à long terme, mais le confronter invite des représailles immédiates. Et c'est pourquoi des moments comme la controverse du Groenland comptent tellement plus qu'ils n'apparaissent à la surface. Parce que quand des législateurs républicains disent ouvertement qu'une action étrangère imprudente pourrait franchir une ligne rouge menant à la destitution, ils ne parlent pas vraiment du Groenland. Ils parlent de contrôle de savoir s'il reste encore un mécanisme pour arrêter un président qui voit de plus en plus la retenue comme une faiblesse et la loi comme un inconvénient.
Et cette peur est aggravée par la propre rhétorique de Trump, parce qu'il ne tente même plus de rassurer les sceptiques que les décisions sont soigneusement examinées. Au lieu de cela, se vantant qu'il agit seul, guidé par l'instinct, écartant le conseil juridique comme inutile et dépignant l'action unilatérale comme de la force, ce qui peut énergiser un segment de sa base, mais terrifie les législateurs qui comprennent à quel point la stabilité internationale est réellement fragile, surtout quand les marchés, les alliances et les engagements militaires peuvent réagir instantanément aux déclarations présidentielles. Et ce qui rend cette dynamique encore plus volatile est que Trump semble tirer de l'énergie du chaos, même qu'il crée, interprétant le contre-coup non comme un avertissement, mais comme une preuve qu'il est efficace, qu'il est craint et qu'il fait quelque chose de bien. Et cette boucle de rétroaction psychologique est dangereuse parce qu'elle encourage l'escalade, le poussant à tester les limites encore et encore, que ce soit par la rhétorique incendiaire, des arrangements financiers douteux ou des commentaires désinvoltes sur le contournement de la surveillance, tout en insistant que rien de mauvais ne peut arriver parce que lui seul comprend le système. Et cette croyance est renforcée par des années d'évitement de la responsabilité où les enquêtes ont stagné, les conséquences ont été retardées et la survie politique est devenue la preuve dans son esprit qu'il était intouchable. Et pourtant, l'environnement politique autour de lui n'est plus ce qu'il était dans les cycles précédents parce que la fatigue des électeurs est réelle. La frustration économique grandit. Et même les partisans qui toléraient autrefois la disruption comme un choc nécessaire commencent à ressentir le poids des coûts croissants et de l'incertitude. Et cet ayant de la patience est exactement pourquoi l'insistance de Trump que tout est un succès massif sonne de plus en plus creux, incitant les gouverneurs, les économistes et les experts politiques à s'avancer et à directement contester ces affirmations, pas avec de l'idéologie, mais avec des chiffres, pointant vers les tendances du chômage, les pressions inflationnistes et les conséquences commerciales qui contredisent son narratif. Et quand ces critiques ne viennent pas d'opposants idéologiques mais de résultats mesurables, elles sont plus difficiles à écarter comme des attaques partisanes. C'est pourquoi la réponse de Trump est passée de la défense politique aux griffes personnelles, attaquant les messagers plutôt que d'aborder la substance, questionnant les motifs plutôt que les données et présentant la critique comme une trahison. Et cette approche peut faire taire certains alliés, mais elle accélère aussi l'isolement, rétrécissant le cercle de confiance et amplifiant l'influence de figures qui offrent loyauté sans défi, indépendamment de la compétence ou de la crédibilité, ce qui déforme davantage la prise de décision et augmente le risque d'erreurs de calcul, particulièrement en politique étrangère, où les déclarations impulsives peuvent avoir des répercussions mondiales immédiates, et les initiés sont de plus en plus inquiets que l'instinct de Trump de dominer les gros titres puisse passer outre les considérations stratégiques, transformant la diplomatie en performance et la négociation en spectacle. Et cette préoccupation n'est pas théorique parce que Trump lui-même a démontré à plusieurs reprises une volonté de brouiller les lignes entre intérêts personnels et politique nationale, discutant ouvertement d'investissements étrangers, louant les leaders qui le flattent et traitant les relations géopolitiques comme des extensions de la gestion de marques personnelles. Et quand cet état d'esprit est associé à une approbation domestique déclinante et une pression légale croissante, les incitations deviennent encore plus dangereuses, encourageant des mouvements audacieux et déstabilisants conçus pour réaffirmer la domination et distraire de la vulnérabilité. Et c'est pourquoi certains républicains admettent maintenant en privé que la question n'est plus de savoir si Trump testera les limites constitutionnelles, mais quand et si quelqu'un sera prêt ou capable de répondre quand il le fera, parce que chaque moment non contrôlé renforce la croyance qu'il peut agir sans conséquence, et chaque défense publique, peu importe à quel point elle est tendue, retarde le règlement de compte tout en le rendant plus sévère quand il arrive finalement. Et cette tension se construit vers un point où le silence devient
complicité et la loyauté devient responsabilité, forçant les individus et les institutions à choisir entre la sécurité politique à court terme et la stabilité démocratique à long terme. Et Trump, sentant ce malaise, répond avec rassurance mais avec défi, redoublant sur les affirmations de succès sans précédent, écartant les critiques comme non pertinentes et promettant un avenir encore plus agressif, comme s'il défiait les opposants de l'arrêter, créant un climat où les enjeux ne sont plus des débats politiques abstraits, mais la question fondamentale de savoir si le système a encore la capacité de restreindre un leader qui croit ouvertement opérer au-delà. Et alors que cette pression se construit, les fissures au sein de la coalition républicaine s'élargissent, révélant un parti pris entre la peur de sa figure la plus puissante et la peur de ce que la soumission continue pourrait finalement leur coûter, préparant le terrain pour une confrontation qui semble de plus en plus inévitable. Pas parce que quelqu'un le veut, mais parce que la trajectoire du pouvoir non contrôlé se termine rarement tranquillement. Et c'est là que l'histoire cesse d'être à propos d'une cérémonie étrange, d'une interaction gênante ou même de l'ego d'un président et commence à être à propos d'un système à la croisée des chemins parce que le comportement de Donald Trump pris ensemble forme un schéma qui n'est plus subtil ou niable. Un schéma où le pouvoir est traité comme une propriété personnelle. La loyauté est valorisée au-dessus de la compétence et la légalité est présentée comme un obstacle optionnel plutôt qu'un principe de gouvernance. Et la raison pour laquelle cela compte si profondément maintenant est que Trump n'opère pas dans un vide.